Deuxième partie du voyage au Vietnam. Après Hanoï, la ville folle, et la province du Ha Giang dans le nord-est du pays, nous descendons vers le sud. Le Vietnam sans la baie d'Along, c'est un peu comme une portugaise sans moustache. Mais le problème, c'est la fréquentation très importante de ce lieu emblématique, mais en écoutant quelques conseils de voyageurs aguerris, nous avons opté pour la baie de Lan Ha. La différence, cette baie ne peut accueillir que 30 navires par jour, alors qu'à Along, c'est 300. Le choix fut très simple et sans aucun regret. Voici une courte présentation du bateau sur lequel nous allons loger durant 2 jours. Pont supérieur très accueillant, où l'on peut se relaxer, lire ou boire un verre. On accède aux 12 cabines et à la salle des repas par un joli escalier en bois. Malgré une météo nuageuse pour démarrer ce séjour, le labyrinthe des presque 2000 îles karstiques calcaires nous en met plein la vue, même si l'on a pu observer l'endroit auparavant par des photos ou des vidéos diffusées à la télévision ou sur Internet. Comme un peu partout dans le monde, seul le contact direct avec les paysages, les gens, les parfums, permettent d'apprécier, voire de savourer, tout ce qui nous entoure. Beaucoup de gens vivent ici, sur des bateaux ou des mini-villages sur pilotis. Une pisciculture permet l'élevage en milieu naturel de poissons, langoustines, gambas et même d'huîtres. L'eau est presque constamment à 23 degrés et ses nuances turquoises incitent bien sûr à la baignade. La pêche est bien entendu l'activité principale dans ce chapelet d'îles où la culture de légumes ou l'élevage s'avère compliqué dans ce décor de roches découpées. Pour les passagers, toute la nourriture est prévue et embarquée à l'avance. Mais pour l'équipage, c'est une autre histoire, et des commerçants ambulants viennent le long du bord pour leur vendre les produits de la pêche locale. Le deuxième jour, le soleil est de la partie. Et bien sûr, on a l'impression de découvrir à nouveau ce merveilleux décor de cinéma dont on ne se lasse pas. On peut passer de longs moments à regarder ces rochers aux nuances blanches et grises recouvertes d'une courte végétation et que la lumière sublime. Les reflets sur cette eau turquoise sont un spectacle à eux seuls.
On quitte la mer pour reprendre la route vers les environs de Ninh Binh et la baie d'Along terrestre. On retrouve l'eau, mais douce cette fois, ainsi que les roches calcaires où le gris domine et la végétation est plus importante. C'est en vélo que nous allons parcourir une partie de cette région, soit sur de petites routes ou des chemins où nous irons au hasard. On peut également découvrir les canaux du coin sur ces petites embarcations où les femmes du village ont dû trouver que ramer avec les pieds, finalement, c'était beaucoup moins fatigant. Mais alors, quelle technique! Tout ça pour avoir des cuisses de rugbyman, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Notre logement, de briques et de bois, était très sympathique. Une randonnée dans la forêt primaire nous a permis de connaître ce qu'il en reste. Car en effet, durant la guerre, les Américains ont utilisé l'agent orange, un puissant herbicide qui a détruit les récoltes, mais également 85% de la forêt primaire de ce pays. Il demeure toutefois quelques beaux arbres multicentenaires qui témoignent de la richesse de cette nature. Il faut avoir un œil exercé pour apercevoir ce phasme qui se confond dans le décor de verdure. C'est également dans cette forêt que le gouvernement a décidé de sauvegarder et réhabiliter quelques primates endémiques du pays. Ils se reproduisent dans ces cages plutôt lugubres pour être réintroduits plus tard dans leur milieu naturel. C'est à la fois triste et rassurant. Des temples très anciens témoignent de la ferveur religieuse bouddhiste que les occidentaux colonisateurs n'ont pas détruit malgré les missions servant à convertir l'habitant vers une religion qui n'a absolument rien à voir avec leur culture ancestrale. Et voilà comment on replonge dans cette culture grâce à la musique et à ces portraits témoins d'une autre époque. Notre étape suivante, dans le milieu du pays, nous amène à Hoi An. Comme dans toutes les cités vietnamiennes, ça circule beaucoup
et le scooter reste le moyen de locomotion le plus adapté et le plus nombreux bien sûr. Cette ancienne ville portuaire fut au XVe siècle le champ de nombreux conflits, car portugais, français, anglais, japonais, chinois et indiens venaient se ravitailler en thé, épices, sans oublier la soie. Nous approchons de la fête du Tête. Les fleurs et arbustes, aux dominantes rouges et jaunes, couleur du drapeau national, ornent nombre de bâtiments ou cours intérieures. Se balader dans les rues et ruelles de Hoi An avant 11h du matin est le meilleur moment pour profiter de l'architecture, des couleurs, avant l'afflux touristique et la chaleur. L'architecture et les couleurs de maison ont diverses influences, françaises, chinoises, japonaises et vietnamiennes. Les maisons sont toutes à étages, car le fleuve connaît des crues très importantes, obligeant les habitants à se réfugier en hauteur. Le soir, l'animation se trouve principalement sur le fleuve, où l'on peut se balader au gré de petites embarcations ornées de lampions multicolores. On continue notre descente vers le sud, à la découverte du delta du Mékong. C'est à Vinlong que nous prenons une embarcation rapide pour traverser le fleuve vers An Binh, une petite île de pêcheurs et cultivateurs d'agrumes. Le logement est simple et confortable, mais l'important ici est de se laisser porter par le rythme de ce fleuve mythique. On s'aperçoit très vite que la lenteur imposée par les marées est fascinante et reposante. Les pêcheurs, les paquets flottants de jacinthe d'eau, il suffit de se laisser aller à cette langueur pour en apprécier toute la saveur.
Le lendemain matin, nous allons découvrir les abords du fleuve où toutes sortes d'embarcations vont et viennent, parfois même de ou vers le Cambodge, là-bas, tout au nord. C'est une poterie semi-artisanale qui est l'objet principal de cette balade. Les fours en briques sont immenses. Curieusement, la chauffe se fait à la paille de riz, dont la cendre servira ensuite d'engrais aux cultivateurs du coin. Judicieux. Certains emplacements entre deux fours sont destinés au séchage des poteries avant leur départ à la vente. Quand j'ai dit semi-artisanal, c'est parce qu'on prépare certaines poteries manuellement. L'argile provenant de la rivière est préparée en plaques pour rejoindre différents moules. Le travail est précis et passionnant. Un peu plus bas sur le fleuve, on visite une distillerie on ne peut plus artisanale, où l'alcool de riz, surnommé Happy Water, pourra être consommé nature ou encore macéré avec quelques serpents. Le goût ne change pas franchement. Nous avons vraiment apprécié la lenteur de ce delta du Mékong. Kanto, autre ville du delta sur un affluent, le Bassac, a un charme particulier. En effet, c'est une cité universitaire du sud du pays où un joli temple contraste avec la modernité ambiante. Si l'on veut ressentir l'âme authentique de Kanto, il faut suivre Lin. Elle va nous emmener en vélo dans la banlieue de la grande ville, là où le fleuve est nourricier. On prend le bac pour traverser et passer sur l'autre rive où le rythme est similaire.
on traverse de petits villages où l'accueil est toujours aussi souriant et amical. Les chemins sont plus ou moins larges et il vaut mieux mettre pied à terre pour emprunter les ponts à la construction douteuse. On découvre ici le quotidien des Vietnamiens qui n'ont pas forcément besoin de la grande ville pour être heureux. Nous abordons ensuite une partie où la culture maraîchère est très importante. Le fleuve est là pour fournir l'eau nécessaire à tout cela. Tous les légumes et fleurs de la grande ville proviennent de cette banlieue agricole. De l'eau, de la chaleur, une terre fertile, tout y est. Nous terminons cette balade chez un cultivateur de cacao. C'est en effet sur 10 hectares que le père du propriétaire actuel a planté ces arbustes provenant de Malaisie en 1960. On suit le processus de fabrication depuis la cabasse jusqu'au nectar foncé, goûteux et amer, pur à 100%. Nous qui sommes des amoureux du chocolat, c'est un paradis. Dernière étape découverte du pays, une île située entre Vietnam et Cambodge est réputée pour son poivre. La côte ouest de l'île étant extrêmement touristique, où même les menus des restos sont en russe, c'est vous dire, nous avons opté pour la côte opposée, beaucoup plus calme. Logement à l'étage d'une maison les pieds dans l'eau, un bonheur. Fong et ses parents, les propriétaires des lieux, nous ont merveilleusement accueillis. Nous concoctons un repas local arrosé d'un vin rouge du pays, très respectable. Le voisin est pêcheur. Il s'occupe d'une pisciculture en pleine mer et m'invite à venir avec lui et son fils pour visiter l'endroit. Embarcation artisanale et propulsion adaptée, en route vers le large. Tous ces petits poissons que nous emmenons proviennent des invendus des marchés locaux.
on recycle en quelque sorte pour nourrir les plus gros, destinés principalement aux restaurants de l'île. J'en profite pour ramener du poisson tout frais pêché pour le repas de ce soir. Régal en perspective. Village sur pilotis, plage, coucher de soleil, quoi de mieux pour terminer ce séjour vietnamien qui nous aura enchantés du nord au sud.